Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Jonathan Babila, good evening. Thanks, Flavien. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual primetime edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Dwelling our top stories, the family of the late Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, who died in unclear circumstances, is divided over the cause of his death. Speaking as its traditional funeral ceremony, some said he died after drowning in the Senegal River, as indicated by the Attorney General at the Central Court of Appeal, while others are saying that he was brutally assassinated as indicated by the bishops of Cameroon. La cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, fermée au lendemain de la profanation de la tombe de Monseigneur Benoit Bala, a été réouverte ce dimanche au cours d'une cérémonie présidée par Monseigneur Abraham Comé, qui est d'ailleurs administrateur apostolique de Bafia. And also in this newscast, we shall tell you the story of 93-year-old Sarah Afa, one of the survivors of violent torture by security forces within the context of the over 1 year long escalating Anglophone crisis. She had been declared dead on social media. Et puis au cœur de ce journal, nous vous invitons à découvrir l'école publique de la localité de Zokok, c'est dans l'extrême nord Cameroun. Là-bas, près de 1000 enfants fréquentent assis à même le sol depuis le début de cette rentrée. Heureusement, une âme de bonne volonté est venue, vole donc au secours de ces derniers en leur offrant des tables bancs. Voilà pour le sommet de votre journal, madame, monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. De la religion en ouverture de ce journal, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, fermée donc au lendemain de la profanation de la tombe de Monseigneur Benoit Bala, a été réouverte ce jour au cours d'une cérémonie de purification présidée par Monseigneur Abraham Comé, administrateur apostolique de Bafia. Le reportage de Aïe Cyril dans ce journal. Fermée depuis plusieurs semaines, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia est à nouveau ouverte. Le rite de purification et la messe solennelle de réouverture sont présidés par Monseigneur Abraham Comé, évêque du diocèse de Bafang et administrateur apostolique de Bafia. Le rite de purification consiste à redonner à ce lieu de culte, n'est-ce pas, sa beauté, sa pureté, lui redonner la sacralité, n'est-ce pas, qui a été altérée pour qu'il devienne ce lieu de culte, il redevienne effectivement une église, n'est-ce pas, lieu de prière pour les fidèles. La cathédrale réouverte, les fidèles du diocèse de Bafia retrouvent le sourire, même s'ils restent orphelins, de Monseigneur Jean-Marie Benoit Bala, décédé dans des circonstances troubles. Nous nous sentons soulagés parce que depuis là, on était comme les prisonniers dans notre cathédrale. Les chrétiens de la cathédrale, nous sommes soulagés. Parce que nous étions dans une pénitence pas possible. Il fallait nous voir traîner partout. La cathédrale était fermée. On était obligé de crier sous le soleil. Le pape a envoyé notre bénédiction par Monseigneur Abraham. Nous sommes très fiers aujourd'hui. Soulagés, oui, nous le sommes. Parce que nous étions comme chassés de notre maison. Et désormais, nous pouvons ouvrir la porte de notre maison et nous y retrouver. La fermeture de la cathédrale était consécutive à la profanation de la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoit Bala. Mais pour l'Église, malgré cet acte ignoble qui en rajoute à la douleur du décès tragique de l'évêque de Bafia, le mal ne saurait prendre le dessus sur le bien. Dans nos traditions, on dit qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui a des fruits mûrs. Il ne faudrait donc pas que les assauts du mal donnent à notre foi de faiblir. Au contraire, le mal a été fait dans cette cathédrale, elle a été fermée un certain temps, le temps nécessaire pour la pénitence, et aujourd'hui elle est réouverte. Donc si le but était qu'elle soit définitivement fermée, eh honte à ceux qui le pensaient, parce qu'aujourd'hui elle est effectivement ouverte et confirme que le mal n'aura jamais le dernier mot sur le bien. Fermée depuis quelques semaines pour cause de profanation de la tombe de Monseigneur Jean-Marie Benoit Bala, la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia est à nouveau ouverte. Des rites de purification ont été effectués ici pour sacraliser à nouveau ce lieu de culte. Et même si la douleur d'avoir perdu Monseigneur Jean-Marie Benoit Bala
taraude encore le cœur des fidèles du diocèse de Bafia. Et ils sont tout de même fiers de pouvoir retourner ici, de pouvoir recommencer à prier dans cette cathédrale. Depuis la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia, Élisée Borba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Des obsèques traditionnelles pour Monseigneur Benoît Bala. Cette fois, c'est la communauté tribale qui vient donc de les organiser dans son village natal. Était présent donc à cette cérémonie Guizego et Élisée Borba. À Auvin, son village natal, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala vient d'avoir droit à des obsèques traditionnelles. À l'écart de cette cérémonie, le frère aîné de l'évêque disparu est étreint par l'émotion. Je ne sais plus que dire. Monseigneur Jean-Marie Benoît, mon petit frère, est parti comme ça. Je suis trop fatigué parce que ça va de la tour de passer. Plus loin, à quelques 300 mètres de là, à la paroisse d'Auvin, qui abrite cette cérémonie des obsèques, le rituel traditionnel est observé à la règle. D'abord, le silaou, qui consiste à savoir ce dont est mort le disparu. C'est encore l'expectative au sujet du sort de l'évêque et on attend toujours les suites de l'enquête. Que pour nous, le deuil traditionnel est fini. C'est achevé aujourd'hui par le rituel traditionnel. Quant aux autorités chargées des enquêtes ou de la suite, ils doivent faire leur travail. C'est leur travail régalien. Ce n'est pas aux étudiants de leur dire de faire quoi que ce soit. Puis arrive les Sani, la danse funèbre qui accompagne le mort dans son dernier voyage. La certitude est donc faite que tout est rentré traditionnellement dans l'ordre pour Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Je suis certain que les deux mondes, le monde de nos ancêtres, le monde des morts et le monde des vivants, nous avons pu délier Jean-Marie Benoît Bala afin justement qu'il puisse entrer dans la plénitude de la vie, dans la plénitude du sacerdoce. Il n'empêche au plan judiciaire que des réponses sont toujours attendues, même si la famille ne s'est pas associée à la plainte de l'Église catholique. L'Église catholique a porté plainte tout en suivant la procédure. Nous n'avons pas été partie liée à ce procès. Donc nous suivons la procédure, encore que la mort d'une personne déclenche automatiquement une enquête criminelle. Que nous soyons partie civile ou non, l'enquête doit finir, doit se poursuivre jusqu'à la fin de la... On ait retrouvé ceux qui ont commis, n'est-ce pas, le meurtre. En attendant que la justice terrestre tire cette affaire au clair, la famille du prélat disparu tragiquement a déjà rendu son verdict sur son existence terrestre. Monseigneur Bala a toujours été un homme qui aimait les autres. Il nous aimait, un homme de paix. Pour qu'il soit décédé de cette façon, qu'il soit mort par noyade. D'abord, Monseigneur Bala, je ne vois pas comment il pouvait se noyer. Mais nous disons que dans toute sa vie, nous avons considéré que cet homme-là était un homme de paix. C'était un martyr. Il meurt parce qu'il a aimé les gens. Il meurt parce qu'il a aimé la justice. La justice étatique en dira-t-elle autant? Son verdict est aussi attendu. Le mauvais état des routes, l'absence de l'énergie électrique et même des édifices publics presque à l'abandon, c'est le visage de cette localité, la localité de Ngokma-Poubi dans le département d'Union et les régions du centre. Là-bas, les populations ont presque perdu la voie parce qu'elles estiment qu'elles sont aussi abandonnées par les pouvoirs publics. Je vous invite à suivre la découverte de cette localité dans ce reportage de Mirabel Mazo et de Joël Niem. Durement frappé par une crise financière, l'arrondissement de Ngokma-Poubi présente son visage de ville insalubre. Sur une route délabrée, rongée par l'érosion et parsemée de hautes herbes, les populations riveraines ont du mal à se déplacer, surtout en cette période des pluies.
Arrivé au cœur de l'arrondissement, on n'est pas surpris de l'atmosphère post-apocalyptique qui nous accueille. Les structures administratives sont dégradées, plongées dans une broussaille qui étouffe de jour en jour. Les centres hospitaliers ne sont pas en reste. À l'entrée de l'hôpital de Ngor Mapoubi, ce sont des nids de poules qui nous accueillent remplis d'eau souillée. L'atmosphère seule représente une infection potentielle. Cet hôpital est rarement fréquenté par des médecins. Le médecin en chef de cet hôpital a pris sa retraite. Son remplaçant a été installé, mais n'a jamais pris fonction jusqu'ici. Pour les conseillers municipaux de la localité, l'entretien de l'enceinte de cet hôpital relève des fonctions du directeur de l'hôpital. Nous croyons que les actes médico-sanitaires devaient faire ce travail parce que les dirigeants qui y sont, il y a un directeur dans l'hôpital, il faudrait qu'il prenne ses responsabilités. Il est bien vrai que nous n'avons pas encore fait ce constat, mais tout récemment, j'étais là-bas avec M. le maire au niveau de la morgue. M. le maire a débloqué une somme d'argent, on a recruté des gens, des agents qui sont partis faire le défrichage au niveau de la morgue. Et vraiment fort étonnant, ici au niveau de l'entrée même de l'hôpital, on constate que tout est sale. Et je crois que ce n'est pas de la responsabilité du maire, c'est de la responsabilité du directeur de l'hôpital qui doit aussi faire son travail parce qu'il y a les actes médicaux là. Bon, s'il ne veut pas en user, nous ne savons pas très bien, mais puisque vous l'avez constaté, nous allons essayer de le bouger pour que dorénavant tout revienne dans la propriété. À Ngor Mapoubi, il est impossible d'échapper aux bâtisses abandonnées, dégradées par le temps. Symbole d'une cité dont le fonctionnement repose désormais sur les initiatives individuelles. Les ruines sont parfois démolies aux frais des voisins, soucieux d'éradiquer ces verrues pour redonner à leur quartier un semblant de vie et de dignité. Zokok, le nom ne vous dit certainement pas grand-chose, mais sachez que c'est une localité de l'extrême nord. Là-bas, il y a une école publique qui a accueilli les élèves depuis le début de cette rentrée, mais ces enfants fréquentent assis à même le sol. Le spectacle est désolant et je vous invite à suivre le reportage d'Hippolyte Zangaou et Amadou Daïro. Ce n'est pas du tout un jeu. Ces enfants sont bel et bien des élèves assis à même le sol pour suivre leurs cours. Nous sommes ici à l'école publique de Zokok, dans la ville de Maroua, à l'extrême nord Cameroun. Depuis le début de l'année scolaire, l'école ne dispose que de 13 tables bancs pour 1500 élèves. Créée en 1957, l'école publique de Zokok, aujourd'hui presque abandonnée, a pourtant forgé plusieurs hauts commis de l'État. La directrice de l'établissement scolaire, soucieuse du bien-être de ses élèves, s'est mise à crier auprès des autorités de la ville jusqu'à être finalement écoutée. Ainsi, sous insistance du sous-préfet de l'arrondissement de Maroua 2e, la mairie a choisi d'offrir une centaine de tables bancs à cette école publique. On a constaté lors de la rentrée scolaire que cet établissement a un manque criard de tables bancs. Alors on s'est concerté avec le conseil pour venir promptement aux besoins de l'établissement en octroyant ce matin-là 100 tables bancs à cette école. Un appui largement insuffisant, puisque 1387 élèves vont rester assis à même le sol. Au début de l'année, tous nos élèves étaient assis à même le sol. Et nous disons merci à monsieur le maire, merci à monsieur le sous-préfet qui a secoué pour que nous ayons ces tables bancs. Et qui dit merci, demande encore. Donc l'école de Zokok a 1500 élèves. Et je crois que toutes les élites de Maroua sont passées par l'école de Zokok. Face à cette situation, les parents d'élèves s'interrogent sur le mutisme du ministre de l'Éducation de base, parfaitement informé. De la santé dans cette édition du 20h pour dire qu'une délégation des membres du gouvernement s'est rendue à bord de l'avion hôpital posé donc sur le tarmac de l'aéroport international Nsimalen, c'est du côté de Yaoundé. C'était ce dimanche. André Mamafouda et ses collègues de la communication et des affaires sociales sont allés donner le temps pour le début de la prise en charge des patients souffrant de la cataracte et la formation des médecins. Emmanuel Diop et Marcelin Garsop. Et voici l'avion hôpital qui porte l'espoir de guérison de 235 patients souffrant de diverses pathologies oculaires. Immobilisés sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, cet hôpital volant a reçu ce dimanche la visite du ministre de la Santé publique. Au nom du Premier ministre, André Mamafouda est venu s'assurer que tout est fin prêt pour la prise en charge effective des malades,
ainsi que la formation des professionnels de la vue. L'avion hôpital qui est là est venu pour la 3e fois pour toujours renforcer la capacité des personnels qui donnent des soins oculaires de haut niveau. Nous savons qu'on a à peu près 200 000 aveugles au Cameroun et des aveugles où au moins 70% auraient évité d'être aveugles. Nous savons qu'il y a des personnes qui souffrent de cataractes. Ces personnes ne voient pas alors qu'on peut réopérer ces personnes et leur donner la vue. Donner la vue, voilà donc ce à quoi vont s'atteler pendant environ 1 mois la trentaine de professionnels de santé de l'ONG Orbis International. À bord de cet avion baptisé Flying Eye Hospital se trouvent des équipements de dernière génération qui permettront une prise en charge efficace des maladies de la vue, responsables de la cécité. Au haut niveau, parce que vous avez des ophtalmologistes qui vont être formés à de nouvelles techniques qui permettront à ce qu'en 15 minutes on peut libérer quelqu'un d'une cataracte, c'est très important. Nous avons des anesthésistes parce que plusieurs enfants vont subir des opérations, notamment en ce qui concerne le strabisme, dont l'anesthésie d'un enfant n'est pas comme l'anesthésie d'un adulte. Et enfin, on a ces équipements qui sont des équipements nouveaux, dont plusieurs sont en train d'être acquis pour le compte du Cameroun. Il est bon qu'on ait des maintenanciers, des personnes qui peuvent garder ces équipements en bon état. Il est question de renforcer les capacités cliniques et opérationnelles d'une 80aine de professionnels de la vue venus des hôpitaux publics disséminés sur l'ensemble du territoire. La mission humanitaire Orbis International entame la prise en charge des maladies oculaires alors que le 12 octobre prochain, le Cameroun se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de la vue. Occasion d'attirer l'attention du public sur l'importance d'une prévention efficace contre la cécité, en particulier la cécité infantile qui fait des ravages au Cameroun. À l'étranger, Ghana, on parle de 7 morts et plus de 35 blessés graves au cours d'une explosion d'un réservoir de gaz naturel liquide. Ça s'est passé hier à Accra, la capitale ghanéenne. Le reportage de Renews. Un impressionnant nuage de feu et de fumée qui s'élève dans le ciel d'Accra. Samedi soir, dans la capitale du Ghana, un réservoir de gaz naturel liquide a explosé, laissant échapper une boule de feu dans les airs. S'est ensuivi une seconde explosion, après qu'un autre réservoir de carburant a été incendié. Nous nous sommes tous enfuis. Je suis blessé. Regardez mes pieds. Regardez mes mains. Et regardez là aussi. Bilan de l'incident, au moins 7 morts et 35 blessés, la plupart victimes de brûlures. Pour l'heure, aucune explication n'a été avancée par les autorités. Et c'est la fin de cette première partie du journal bilingue sur Equinox Télévision. La seconde partie est en langue anglaise avec Jonathan Babila. Vous dites que les fidèles de la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia retrouvent le sourire. Right, Flavian, Christians of the Bafia Diocese of the Roman Catholic Church in the central region of Cameroon celebrated the traditional Sunday Holy Mass in the Saint Sebastian Cathedral earlier again today, and this is coming after the temple house was shut down when blood was found on the grave of the late Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, who died in unclear circumstances. The temple was reopened earlier this week. Roland Akon has more. The doors of the St. Sebastian Cathedral of Bafia have been flung open again for Catholic faithfuls to pray, praise and worship. The cathedral was closed for several weeks after unidentified individuals sprinkled blood on the tomb of late Bishop Bala of Bafia, what church authorities consider as a sacrilege. Catholic Christians of Bafia have expressed their joy and happiness following the reopening of their cathedral. Soulagés, oui, nous le sommes. Parce que nous étions comme chassés de notre maison. Nous sommes soulagés parce que nous étions dans une pénitence pas possible. In a purification mass to mark the reopening of the cathedral, Bishop Abraham Comer, the apostolic administrator of the Bafia Diocese, assured Catholic Christians that the St. Sebastian Cathedral of Bafia is once more pure and beautiful for praise, prayers and worship. That evildoers who committed the act of sprinkling blood in the cathedral should note that evil will never triumph over good deeds. Le mal n'aura jamais le dernier mot. Thinking about the good deeds of late Bishop Bala, who was Bishop of Bafia 10 years before his demise last May.
And the traditional funeral ceremony of the late Bishop of Bafia, Jean-Marie Benoit Bala, who died in unclear circumstances, took place this weekend in his native Oveng village in the south region of the Republic of Cameroon. Roland Akon once more has the details. Given the brutal nature of his demise, the maternal and paternal families of late Bishop Bala of Bafia thought it wise to determine the cause of his death and purify the family through traditional funeral rites so that such an incident should not occur again in the family. After consulting for a while, the spokesman of the paternal family of late Bishop Bala of Bafia disclosed to the public that Bishop Bala of Bafia died by drowning, maintaining the position of the government. It did not suit some family members who raised opposing views, challenging the statement of Jean-Baptiste Onana that that is not what they discussed in the family conclave. However, they refused to tell the press what they discussed about the death of Bishop Bala in the family conclave. Jean-Baptiste Onana even went ahead to warn that the family has not given anyone the authorization to take the matter of the death of Bishop Bala to court. He emphasized that Bala died as a martyr. He died for a cause which Jean-Baptiste did not disclose. In a mass that followed after the traditional funeral rite, the Archbishop of Yaoundé, Jean Bargra, said the cause of Bala's death is yet to be determined. It should be recalled that the Catholic Church in Cameroon, through the National Episcopal Conference, maintains that Bishop Bala was brutally assassinated. According to villagers of Oveng, Bishop Bala, who died last May, was a good man of God, an illustrious personality of the Church and of the Vatican, who villagers of Oveng say leaves nothing behind for them to remember him. And I told you in the headlines, 93-year-old Sarah Alpha, who suffered severe beatings by security forces within the context of the rising social unrest in the two Anglophone regions of Cameroon, did not die. News of her death and pictures went viral on social media. She told our correspondent Derek Jato that security forces attacked her right in her house in Ekona in the southwest region of the country. Details in this report. Menkeng Michael of Moyoka subdivision returns to Quarter 3B Ekona Moyoka, the host neighborhood of the 93-year-old Mami Sarah Afa. But she is not here. After being brutalized by the security forces and declared dead on the social media, the 93-year-old woman was carried to Moyoka by her grand and great-grandchildren. But the traces left behind by the security forces are still visible on her door. Open the door. The marshal of food. The door is locked. The marshal. Judging from what she went through, many say the fact that the 93-year-old woman survived the torture was a miracle. You see, this was two military people enter the house, they broke the door with the food. One we hold it, draw it. I see the commotion around, keep going now, knock it with head now, keep for the house. Menkeng Michael continued to Moyoka town, where the grandmother is undergoing treatment. With me here is Mami Sarah Afa. She was hit, following what she told me, by security forces. A grandmom here that was declared dead on the social media is alive. And this is her, Mami Sarah Afa, just discharged from the hospital. I am here to let the world know that you are still alive, Menkeng Michael told her, and to beg for forgiveness and also give you money to assist in your treatment. Happy to have been remembered by Menkeng Michael, the 93-year-old woman narrated how her door was broken by security forces. What did happen? So they come back to your door? I think I will. So still has the full mahal. I'm not going to tell you. Give me a gun. Any man they do it for we want to because the whole world not save my and die.
So I said, no. I called doctor. Doctor told me, say, no. You become the treaty, you come up. I said, okay. I want to take my ICU. So I made a well say, you know what, Though responding to treatment, the 93-year-old Mami Sarah Afa is now fighting with her old age, the trauma and the pains inflicted by the security forces. It make you be worried. It come out of the office, we find way to say, see the mommy way, the ECB with it, give a token of 50,000 francs for the mommy for the upkeep. Then I believe and say it be a great thing they don't do. Menkeng Michael is the first authority to have gone back to his people after October 1 bloody incident to tell them that he feels their pains and lost. Now we take you to one of the most renowned primary schools in the heart of Marwa in the far north region of the Republic of Cameroon, where pupils are studying in precarious conditions. And in the report coming up next, Mimi Mefo paints the disturbing situation of pupils of that school. Boko Haram, which intensified its attacks in Cameroon since 2013, has been a huge blow on socio-economic and education activities in the far north region of Cameroon. But the atrocities of the Islamic sect is not the lone barrier the academic sector in the region is facing. Classes that were affected in Marwa Central Town and other parts of the Diamari division are going on hitch-free, but the learning condition is an embarrassment to pupils and students. At the government primary school Zokok 1 and 2, pupils sit on bare floor to receive lessons. Some of the pupils who are avoiding the dusty floor use their individual loin to spread on the ground where they sit to receive their lessons. At the government primary school Kakatari, the learning environment is not any better. Only 4 benches can be seen in the classroom, and a single bench is being occupied by at least 6 pupils. This situation has been going on since the start of the school year, as the headmistress of the government primary school Zokok explains. Teachers are without benches, chairs, no working materials. The schools, which have been existing for more than half a century now, are the alma maters of several elites and some officials of the current regime who have opted to remain silent. Elle est créée en 1957 et je crois que toutes les élites de Marwa sont passées par l'école de Zokok. The lone local official who responded positively to the plights of the teachers and the pupils is the mayor for Marwa 2, who distributed 400 benches in 4 public schools in the area. The move to school heads is praiseworthy, though insufficient. Et 100 tables déjà nous permettent déjà de faire asseoir ne serait-ce que le tiers des élèves. Donc nous demandons. The government primary school Zokok is counting 105,000 pupils, and 100 benches cannot be enough to meet the needs of the pupils and facilitate the learning process. And this is where we draw the curtain on this bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television. Thanks for staying with us. To have a nice time in the company of our programs. Good night, Fabien. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Demain, c'est un autre jour. Dès 7 h, vous aurez l'information sur Equinox. D'ici à la restez sur votre chaîne. Au revoir.